Washington, 13 septembre 1993. Yitzhak Rabin, Premier ministre d'Israël, et Yasser Arafat, président de l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, se rencontrent à la Maison-Blanche. Les accords d'Oslo sont signés. Pour la première fois, autorités israéliennes et palestiniennes se reconnaissent mutuellement. Ces accords sont le fruit d'un processus de tractation entamé suite à la première intifada, la guerre des pierres. En effet, en 1987, la population palestinienne de Gaza et de Cisjordanie se soulève contre Israël, qui occupe et colonise ces territoires depuis la guerre des 6 jours de 1967. Les accords d'Oslo visent à reconnaître l'autorité palestinienne sur la Cisjordanie et la bande de Gaza, et en faisant le choix d'une solution à 2 États, sont vus comme une source d'espoir dans la résolution du conflit israélo-palestinien. Cependant, l'assassinat d'Yitzhak Rabin en 1995 par un juif fondamentaliste opposé à cette rétrocession freine les progrès vers la paix. Depuis la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël en 1948, aux accords d'Abraham de 2020, de la guerre de 6 jours à nos jours, le conflit israélo-palestinien s'endort et se réveille au gré des événements. Ce conflit aux allures insolubles prend racine au début du XIXe siècle. Sous l'impulsion de l'organisation sioniste, une stratégie est mise en place dans un objectif bien défini, établir un foyer national juif en terre palestinienne. Revenons sur les raisons de cette implantation et observons comment, en l'espace d'un demi-siècle, la tactique adoptée mena à la naissance d'un État hébreu au Proche-Orient. Entre la rive de la Méditerranée et de la mer Morte, du fleuve Jourdain jusqu'au lac de Tibériade, s'étend une étroite bande de terre. Elle est constituée par une région fertile, la Shéphéla, puis viennent les monts de Judée, traversant la région, du désert du Negev au sud de la Galilée. C'est dans cette région que les premiers Israélites s'installent. La première mention de ce peuple nous vient de la stèle du pharaon Merenta, qui mentionne la destruction d'Israël lors de sa campagne de 1208 avant Jésus-Christ. L'Égypte s'approvisionne en esclaves dans ce qui est alors nommé le pays de Canaan, ce qui est probablement à l'origine du récit biblique de l'Exode, qui se forge parmi les habitants des montagnes de Judée. Après l'effondrement de l'âge du bronze, le Proche-Orient se recompose. Dans l'ancien pays de Canaan, naît un puissant royaume centré sur la ville de Jérusalem, qui correspond au territoire biblique occupé par les 12 tribus d'Israël. 12 tribus pour les 12 enfants de Jacob, l'un des 3 patriarches, qui est également connu sous le nom d'Israël. C'est à cette époque que le roi Salomon fait construire le premier temple de Jérusalem. À sa mort, le royaume se scinde en 2 entités rivales. Au nord, le royaume d'Israël, et au sud, le royaume de Juda. Au 8e siècle, une autre puissance s'impose au Levant, la Syrie, qui conquiert le royaume d'Israël. Il est transformé en province assyrienne, et la population de Samarie est déportée en Haute-Mésopotamie. Cet événement donne naissance à l'idée des 10 tribus perdues d'Israël. Au VIe siècle, les royaumes d'Israël et de Juda deviennent tributaires de l'Empire babylonien. Après une révolte, le souverain Nabuchodonosor II détruit Jérusalem et son temple. Sa population est déportée en Babylonie. Cette première diaspora, la dispersion du peuple juif, constitue un moment important dans la rédaction de la Bible hébraïque, le Tanakh. Une fois la région passée sous domination perse, Cyrus II autorise les Judéens exilés en Babylonie à regagner leurs terres et à reconstruire le temple de Jérusalem. Au IIe siècle, alors que la Judée est sous domination séleucide, éclate la révolte des Maccabées, qui établit un royaume juif empreint d'hellénisme, qui perdurera jusqu'à la conquête romaine. Les Romains profitent d'un conflit interne au royaume de Judée pour prendre Jérusalem. Cet événement marque le début d'une nouvelle diaspora dans l'est de l'Empire et jusqu'à Rome, où beaucoup sont réduits en esclavage. En 66, la spoliation du temple de Jérusalem entraîne le soulèvement de toute la Judée. C'est la première grande révolte juive. Titus réprime le soulèvement. Il pose le siège devant Jérusalem, qui tombe en 70. Le second temple est détruit et la population réduite en esclavage et déportée dans l'Empire. De nombreuses révoltes éclatent en Judée, dont la plus violente est réprimée brutalement par l'empereur Hadrien.
La population fuit ou est réduite en esclavage. Jérusalem est renommée Aïla Capitolina et est interdite aux Juifs. La province de Judée est rebaptisée Syrie-Palestine, afin d'effacer toute référence à son peuplement juif. Cette longue période antique forge et soude la population israélite autour d'une grande histoire, à la fois religieuse, par le développement progressif du judaïsme, et politique, par les différents royaumes qui se sont succédés. À partir de ce moment, des communautés juives se retrouvent disséminées à travers tout le bassin méditerranéen. Au IVe siècle, la diffusion et l'adoption du christianisme en tant que religion officielle de l'Empire romain fait désormais des Juifs une minorité. Au VIe siècle, le pape Grégoire Ier instaure une tolérance envers les Juifs, qui constitue le peuple témoin des temps antérieurs selon lui. Un siècle plus tard, les conquêtes arabes font passer Jérusalem sous la domination des califes. La ville devient alors un lieu saint de l'islam, avec la construction du Dôme du Rocher et de la mosquée Al-Aqsa. Durant le Haut Moyen-Âge, nombreux sont les Juifs qui travaillent la terre ou se spécialisent dans les activités commerciales. Grâce à la diaspora, ils nouent des contacts facilitant les échanges entre monde chrétien et monde musulman. Les communautés juives prospèrent également dans le califat de Cordoue d'Al-Andalouse, où ils forment un trait d'union dans la transmission des savoirs orientaux vers l'Europe chrétienne. Ces communautés forment l'une des deux branches principales de la diaspora juive en Europe, les séfarades. Avec les croisades, le rapport vis-à-vis des communautés juives change. Désormais, le peuple juif est vu comme un peuple déicide, responsable de la mort du Christ. Les massacres commis sur le chemin des croisades constituent la première vague de violence contre les juifs d'Europe. En 1215, le concile de Latran instaure une séparation nette avec le judaïsme. Les juifs doivent porter une marque vestimentaire distinctive afin de les différencier des chrétiens, la rouelle. Stigmatisés et jugés inférieurs, ils sont contraints de vivre dans des quartiers séparés et se voient interdire un certain nombre de professions, ainsi que la possession de terres. Entre le XIe et le XVe siècle, les expulsions et les confiscations de biens se multiplient. Les persécutions redoublent au XIVe siècle. Les Juifs sont accusés de répandre la peste noire qui ravage l'Europe. Nombreux sont ceux qui s'installent alors en Europe centrale et orientale. Ils forment la seconde branche de la diaspora juive en Europe, les Ashkénazes. À l'issue de la Reconquista, les communautés séfarades sont expulsées de la péninsule ibérique. Beaucoup trouvent refuge dans l'Empire ottoman, beaucoup plus tolérant. À partir du XVIIIe siècle, si à l'ouest du continent les Juifs, désormais peu nombreux, voient leur émancipation s'accélérer sous l'impulsion des Lumières et de la Révolution française, à l'est, les pogroms se multiplient. C'est dans ce contexte que naît au milieu du XIXe siècle, dans les communautés ashkénazes, le sionisme, un mouvement national. Ce nom renvoie au mont Sion, à Jérusalem. Le sionisme vise à restaurer l'indépendance sur la terre d'Israël, qui figure au cœur de l'imaginaire religieux, car selon la tradition juive, elle correspond à la terre promise à Abraham et ses descendants. De nombreux mouvements, comme celui des Amants de Sion, voient le jour et incitent à l'installation des Juifs en Palestine, faisant suite aux nombreux pogroms des années 1880 et l'adoption des lois anti-juives après l'assassinat du tsar Alexandre II. Cette vague d'antisémitisme touche toute l'Europe, notamment la France, secouée par l'affaire Dreyfus. Le sionisme se structure en mouvement politique sous l'impulsion de Theodor Herzl, un journaliste austro-hongrois, lors du congrès de Bâle de 1897. Les bases d'une véritable organisation qui souhaite encourager l'installation des Juifs en Palestine sont jetées. C'est la naissance de l'organisation sioniste. À la fin du XIXe siècle, sur une population de 470 000 habitants, majoritairement de confession musulmane, la Palestine ne compte qu'environ 20 000 Juifs. Au sein des communautés juives de Palestine, que l'on nomme Yishuv, s'éveille un sentiment national. L'hébreu, langue liturgique, devient progressivement une langue vernaculaire, une langue parlée. La Palestine n'est pas le seul territoire envisagé par les sionistes pour une implantation juive. En effet, une implantation en Argentine est envisagée et des terres achetées via la Jewish Colonization Association. Mais l'organisation sioniste lui préfère la Palestine. 2 vagues successives d'immigration ont lieu entre 1881 et 1914. Ce sont les premières et deuxièmes Aliyah. Près de 70 000 Juifs originaires du Yémen et de l'Empire russe s'y installent. Lors de la première Aliyah, les conditions difficiles de ces pionniers conduisent à de nombreux retours vers l'Europe ou des départs vers les États-Unis. De plus, l'Empire ottoman, en pleine crise et en recul territorial en Europe, mène une politique plus agressive envers les populations non musulmanes.
La crainte est celle d'une immigration juive massive en Palestine. L'achat de terres par des juifs est donc restreint, mais non interdit. Face au blocage ottoman, les Britanniques et une partie des sionistes proposent un projet d'implantation juive en Ouganda en 1903. Le projet est finalement rejeté. La deuxième Aliyah marque un changement de stratégie. Dès 1901, un Front national juif, destiné à acheter des terres en Palestine, est créé, afin de constituer une réserve foncière inaliénable. Le schéma colonial adopté par la première vague d'immigrés est abandonné au profit d'un schéma national, qui prône une mise en valeur de la terre par les juifs eux-mêmes, en refusant de recourir à la main-d'œuvre locale. Cette deuxième vague, imprégnée des idéaux du socialisme, crée les premiers kibbutz, des villages collectivistes autogérés à vocation agricole. C'est aussi dans ce contexte qu'en 1909 est décidé, dans les faubourgs de Jaffa, de fonder une nouvelle ville, Tel Aviv. En 1914, on compte désormais 80 000 juifs pour 720 000 habitants dans la région. Face au sionisme, le nationalisme palestinien prend forme et s'enracine parmi les élites qui s'opposent aux ventes de terres consenties à des juifs. Les tensions s'enveniment et conduisent à de nombreux incidents violents. En conséquence, les premiers groupes juifs d'autodéfense se mettent en place. Le groupe Hachomer, dont l'armement est financé par l'organisation sioniste, assure la protection des premières implantations en Palestine. Durant la Première Guerre mondiale, l'Empire ottoman entre en guerre aux côtés des empires centraux et décide d'abolir toutes les protections juridiques des étrangers, faisant des juifs nouvellement arrivés des ennemis de l'intérieur. Afin d'éviter toutes ces cessions, un régime de terreur s'applique en Palestine à base de répression et de famine. Les Britanniques parviennent à atteindre la Palestine et à prendre Jérusalem. Durant la guerre, le projet sioniste se voit validé par le Royaume-Uni. En effet, le 2 novembre 1917, la déclaration Balfour, du nom du ministre britannique des Affaires étrangères, annonce que le gouvernement reconnaît l'existence d'un peuple juif et est favorable à l'établissement d'un foyer national juif en Palestine, mais sans porter atteinte aux droits civils et religieux des collectivités non juives qui s'y trouvent. Cette première reconnaissance internationale est une victoire pour les sionistes. Suite au traité de Sèvres, la Palestine passe sous mandat britannique, du fait de sa position stratégique pour le contrôle du canal de Suez voisin. La Société des Nations, ancêtre de l'ONU, donne pour objectif aux Britanniques de mettre en place un foyer national pour le peuple juif, reprenant les termes de la déclaration Balfour. L'organisation sioniste établit alors l'armature économique et institutionnelle de ce foyer national. Sont progressivement mis en place le premier syndicat, un service de sécurité sociale, un service de soins d'urgence et une organisation de défense, la Haganah. En 1922, Churchill, alors secrétaire d'État aux colonies, dévoile l'orientation politique du mandat britannique. C'est le premier livre blanc. Il y réaffirme que le peuple juif est en Palestine de droit et non par tolérance. Dans les années 20, les 3e et 4e Aliyah voient plus de 100 000 juifs arriver en Palestine, majoritairement depuis l'Europe de l'Est, pour fuir les pogroms. Au sein du Yishuv, des forces politiques apparaissent, avec deux visions sur la constitution du futur État. Le courant sioniste travailliste de David Ben Gourion, favorable à un partage de la Palestine en deux États, juifs et palestiniens, et le courant sioniste révisionniste de Vladimir Jabotinsky, qui prône un État juif intégrant la Transjordanie. Le mouvement nationaliste palestinien se structure et adresse de nombreuses pétitions et plaintes à l'administration britannique. Des violences éclatent entre juifs et musulmans dans les années 20 sur la question de l'accès aux lieux saints et font plusieurs centaines de morts sur le territoire. La répression britannique est féroce vis-à-vis de la population arabe. Considérant la situation intenable, les Britanniques publient alors un second livre blanc, dans lequel ils remettent en question la poursuite de l'implantation juive, provoquant l'ire de l'organisation sioniste. À partir de 1929, l'Agence juive est créée. Elle constitue un véritable gouvernement parallèle à l'administration britannique. Cette agence incarne le pouvoir exécutif de ce foyer pré-étatique pour les populations juives. Ben Gourion en devient le président. Sous l'impulsion de l'Agence juive, l'immigration s'accélère. Accélération qui s'accentue à partir de 1933, lorsqu'en Allemagne, Hitler arrive au pouvoir et que les persécutions s'intensifient. Dans les années 30, ce sont environ 180 000 juifs qui arrivent en Palestine. La situation se radicalise. La mort en 1935 du prédicateur Ezzeddin Al-Qassam, qui mène une révolte contre l'implantation juive, fédère la cause palestinienne autour d'un sentiment religieux.
le Haut Comité arabe, qui réunit pour la première fois les différentes tendances et partis palestiniens, lance une grève générale l'année suivante. Une commission d'enquête britannique préconise alors une solution à 2 États, avec Jérusalem sous mandat du Royaume-Uni. Indigné, le camp palestinien prend les armes. Plusieurs kibboutz sont attaqués. En réponse, l'Irgun, le groupe armé du mouvement révisionniste, mène une série d'attentats contre la population arabe. En septembre 1937, le commissaire britannique pour la Galilée est assassiné. En réponse, le Royaume-Uni interdit le Haut Comité arabe. Plusieurs milliers de soldats britanniques sont envoyés en Palestine, où la loi martiale est décrétée. Une police juive, le Notrim, est également créée par les Britanniques. Et la Haganah reçoit l'appui d'officiers pour l'entraînement de ses unités. L'insurrection finit par s'éteindre en 1939. Face à la menace de la guerre qui se profile en Europe, Londres, dans un nouveau livre blanc, infléchit sa doctrine et restreint l'immigration juive, afin d'obtenir le soutien arabe dans le conflit à venir. Lâchés par Londres, les sionistes emmenés par Ben Gourion se tournent vers une autre puissance, les États-Unis d'Amérique, qui comptent une importante communauté juive. En 1942, se tient à New York un congrès sioniste qui appelle à la création d'un État juif en Palestine. Un basculement s'opère. Le sionisme américain devient central. La diaspora juive américaine, longtemps divisée et réticente à l'idée d'un retour juif en Palestine, devient la première donatrice du mouvement sioniste. Dans le même temps, les Juifs d'Europe sont pris dans la tourmente de la guerre. L'Allemagne nazie entreprend son projet de solution finale, visant à exterminer les Juifs. La Shoah se met alors en place. Les rafles se multiplient et la déportation des Juifs vers les camps de la mort s'organise. L'Holocauste fera 6 millions de morts. Au lendemain de la guerre, avec la libération des camps de concentration et d'extermination, le monde découvre les atrocités commises. Nombreux sont les survivants de la Shoah souhaitant quitter l'Europe pour la Palestine. Mais Londres maintient ses restrictions, creusant toujours plus le fossé avec le mouvement sioniste. Désormais, l'immigration juive se fait clandestinement. 70 000 juifs entrent illégalement en Palestine entre 1945 et 1948. Les Britanniques organisent un véritable blocus, arraisonnant les bateaux en provenance d'Europe. Dès 1946, les migrants stoppés sont internés dans des camps de réfugiés sur l'île de Chypre. En réponse, les organisations armées juives enlèvent 6 officiers anglais, puis mènent un attentat contre l'hôtel King David à Jérusalem, le quartier général militaire et administratif britannique. Il fait une centaine de morts et acte la dégradation des relations entre l'armée anglaise et la population juive. La Grande-Bretagne décide de porter la question de la Palestine devant les Nations Unies. Une commission se rend en juin en Palestine. Les commissaires entendent différents acteurs, des sionistes favorables à un État juif, aux partisans d'un État judéo-arabe. Les organisations arabes boycottent la commission. En novembre 1947, elle conclut sur la nécessité de mettre fin au mandat britannique et préconise la division de la Palestine en 2 États avec Jérusalem sous tutelle internationale. Le plan est soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies et après d'âpres négociations, le résultat tombe. 33 voix favorables au partage, 13 contre et 10 abstentions. Le 14 mai 1948, le Royaume-Uni, qui s'est abstenu lors du vote de l'ONU, met fin à son mandat en Palestine. Ben Gourion, chef du gouvernement provisoire, annonce dès lors la création de l'État d'Israël. Dès le lendemain, l'Égypte, la Jordanie, le Liban, la Syrie et l'Irak entrent en guerre contre l'État hébreu et envahissent la Palestine. Sur le papier, la supériorité des forces arabes est écrasante face à la toute jeune Tsahal, l'armée israélienne, qui intègre les combattants des différents groupes paramilitaires déjà constitués. Si le nombre profite à la coalition, leur manque de coordination permet à Israël de sortir victorieux en juillet 1949. Les armistices sont signés séparément avec chacun des belligérants et redessinent les frontières établies initialement par le plan de partage. C'est la ligne verte. L'État d'Israël s'agrandit et intègre des territoires palestiniens, ainsi que Jérusalem-Ouest. La bande de Gaza passe quant à elle sous contrôle égyptien. La Cisjordanie et Jérusalem-Est sont annexées par le voisin jordanien. La guerre déplace près de 750 000 réfugiés palestiniens vers les camps de Gaza et Jérusalem. 1 million de
qui s'exilent de gré ou de force dans les pays voisins pour fuir les violences. C'est la Nakba, la catastrophe. Le massacre de Deir Yassin fait une centaine de morts et illustre ce climat de terreur. La paix de 1949 n'en fut pas vraiment une. Israël se contenta d'un statu quo fondé sur les armistices signés avec ses voisins. Dans ces conditions, les milliers de réfugiés palestiniens ne peuvent retourner chez eux. Les autorités israéliennes s'opposent à leur retour, par crainte qu'ils ne forment une cinquième colonne, des ennemis de l'intérieur, hostiles dans le pays. De l'autre côté, le discours arabe condamne à la fois l'exode et un potentiel retour des réfugiés, qui signifierait de facto la reconnaissance de l'État d'Israël. Le conflit se fige. Aucune constitution n'est rédigée, et les institutions de l'État d'Israël se mettent en place à travers une série de lois fondamentales qui sont progressivement adoptées. Le pouvoir législatif est confié à un parlement, la Knesset, élu au suffrage universel avec un mode de scrutin proportionnel. La Knesset élit le président, qui n'a qu'un rôle symbolique. Il nomme ensuite le chef du gouvernement, le Premier ministre, par convention, le chef du parti ou de la coalition qui détient le plus de sièges au Parlement. C'est ce Premier ministre qui détient le pouvoir exécutif. En mars 1949, Ben Gourion, leader du parti Mapai, le parti des travailleurs, majoritaire au Parlement, présente son gouvernement de coalition. Jérusalem est choisie comme capitale, malgré l'absence d'accord international sur le statut de la ville. Officiellement, Israël n'a pas de religion d'État. La liberté de culte est proclamée. Par État juif, on ne renvoie pas à une définition religieuse, mais bien ethno-nationale. Cependant, l'influence du judaïsme reste importante dans la vie civile comme politique. Ni laïque, ni théocratique, Israël reste divisé entre un sentiment national juif, d'appartenance à une même confession, et un sentiment national israélien, d'appartenance à une identité, dont la confession n'est qu'un élément, parmi d'autres. Le livre blanc est aboli dès 1948, levant toutes les restrictions à l'immigration juive. En 1950, Israël adopte la loi du retour, qui permet à tout juif de venir s'installer sur le territoire israélien. En l'espace de 3 années, un véritable exode a lieu avec l'arrivée de près de 600 000 juifs. Des rescapés de la Shoah, mais aussi des juifs venus des pays arabes quittant tout pour s'installer en Israël. En 1951, la population d'Israël a doublé. Le processus ne se fit pas sans heurts, puisqu'une rivalité ethnique se dessine entre une communauté à prédominance ashkénaze, anciennement établie et plus riche, et des émigrés orientaux, majoritairement d'ethnie séfarade, nouveaux et plus pauvres. De nombreux kibboutz sont également créés. On en compte plus de 200 dans les années 50. L'État hébreu connaît entre 1955 et 1965 une période faste. Le versement des réparations allemandes à partir de 1952, ainsi qu'une industrie et une agriculture florissantes, font que le pays atteint un taux de croissance de presque 10%. En 1952, Gamal Abdel Nasser prend le pouvoir en Égypte et nationalise le canal de Suez, entraînant une intervention conjointe des Britanniques, des Français et des Israéliens. Sorti vainqueur de la crise de Suez, l'Égypte jouit d'un grand prestige auprès du monde arabe et devient un acteur clé de la région, tandis que la participation d'Israël aux opérations contribue à tendre les relations entre les deux États. Parallèlement, les exilés palestiniens s'organisent avec les pays arabes voisins. En 1964, l'OLP, l'Organisation de libération de la Palestine, est fondée lors du premier congrès palestinien qui se tient à Jérusalem. L'organisation, sous tutelle des pays arabes, intègre différents mouvements, dont le plus important est le Fatah de Yasser Arafat, qui mène plusieurs actions de guérilla et de sabotage contre Israël. Après un énième incident frontalier, cette fois-ci à la frontière syrienne, les relations entre Israël et Damas se dégradent rapidement. La Syrie, craignant une invasion, prévient l'état-major égyptien. Immédiatement, des mouvements de troupes égyptiens ont lieu dans le Sinaï et le blocus du détroit de Tiran est décrété, qui est un point de passage essentiel à l'approvisionnement en pétrole. Israël décide alors d'entrer en guerre le 5 juin 1967. La surprise est totale. Seulement une demi-heure après le décollage de l'aviation israélienne, la moitié de l'aviation égyptienne est détruite. L'Égypte est rejointe dans la foulée par la Jordanie et la Syrie, qui entrent dans le conflit. La maîtrise des cieux assurée, parachutistes, fantassins et chars israéliens s'assurent le contrôle de la péninsule du Sinaï jusqu'au canal de Suez le 8 juin. À l'est, l'armée jordanienne est mise en déroute. Jérusalem-Est est prise et la Cisjordanie conquise, tout comme la bande de Gaza.
Au nord, en moins de 24 heures, le plateau du Golan est enlevé à la Syrie. En seulement 6 jours, l'État hébreu écrase ses rivaux et repousse ses frontières. L'équilibre de la région vient de basculer. De l'image d'un pays assiégé, Israël devient une puissance régionale. À nouveau, plus de 250 000 Palestiniens sont déracinés, fuyant vers la Jordanie, la Syrie et l'Égypte voisine, bouleversant les équilibres démographiques et politiques. En effet, la défaite de l'Égypte de Nasser met fin au projet d'unité arabe. Le Fatah devient dominant au sein de l'OLP, qui est désormais dirigé par Yasser Arafat. Il fait de la Jordanie une base arrière pour sa guérilla contre Israël. Dans les territoires occupés, la colonisation israélienne débute. En 1973, la guerre du Kippour éclate. L'Égypte et la Syrie lancent une attaque surprise sur Israël. Après une phase de recul, l'armée israélienne reprend le dessus grâce au soutien des États-Unis. Sous pression internationale et afin de rétablir le dialogue avec ses voisins, Israël rend une partie du Golan à la Syrie dès 1974, puis le Sinaï à l'Égypte avec les accords de Camp David 4 ans plus tard. À ses frontières extérieures, le territoire israélien est dorénavant stabilisé. Mais la question de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, occupées et qui vont être peu à peu colonisées, reste en suspens. Les oppositions, d'abord israélo-arabes, changent de dimension et deviennent israélo-palestiniennes, ouvrant une nouvelle séquence de ce conflit insoluble. Alors comment expliquer la réussite de l'implantation d'un foyer national juif en terre palestinienne ? Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. La création d'un mouvement structuré autour de l'organisation sioniste fut le premier préalable. En levant des fonds pour l'achat de terres et en mobilisant la communauté juive à l'international, les sionistes ont facilité l'immigration en Palestine. Les tensions qui en ont découlé avec les populations sur place ont mené à la création de groupes paramilitaires pour la défense des communautés juives. Ces groupes, formés et entraînés, parfois terroristes, sont à l'origine de Tsahal, qui réussit à remporter la guerre qui a suivi la proclamation de l'État d'Israël en 1948. Surtout, le lobbying auprès des puissances occidentales a mené à la déclaration Balfour, puis à la création de l'Agence juive, gouvernement parallèle à l'administration britannique à la tête d'un véritable proto-État. La vague d'immigration suivant la guerre et le regain de tension qu'il provoqua n'ont fait qu'accélérer un processus finement pensé depuis un demi-siècle. Dessiner les contours d'un État, avec son territoire, sa population, ses institutions et son armée, de façon à créer une situation de fait qui ne visait qu'à être internationalement validée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous pouvez acquérir cette illustration signée par l'artiste Manon Potier en vous rendant sur la page Tipeee ou KissKissBankBank. Un grand merci à tous les donateurs, sans qui rien ne serait possible. Encore merci d'avoir visionné, et à bientôt pour un nouvel épisode.